their children, a future that is beyond their capacity to repair. Depuis le sommet de la Terre à Rio, il y a plus de 20 ans, les conférences de l'ONU sur le changement climatique se sont enchaînées sans véritable succès. Leur but est pourtant vital pour notre planète. Signer un accord qui engage chaque pays dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour éviter le pire, la Terre ne doit pas se réchauffer de plus de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour cela, il faut diminuer de moitié nos émissions actuelles de CO2. Reste à savoir qui s'engage à quoi. C'est tout l'enjeu du sommet de l'ONU à Paris en décembre 2015. « 2 degrés. Jeffrey Sachs prend cet objectif très au sérieux. Il s'est lancé dans un projet ambitieux et jamais tenté, décarboner l'intégralité de notre système énergétique à grande échelle. Personnalité parmi les plus influentes de la planète selon le magazine Time, il a par le passé aidé à redresser l'économie de pays en difficulté. Aujourd'hui consultant spécial du secrétaire général de l'ONU, Jeffrey Sachs travaille à concilier développement économique et préservation du climat. Adepte des thérapies fortes, ce visionnaire a conçu une méthode inédite pour résoudre la crise climatique. Il a sélectionné les meilleurs experts scientifiques des 15 pays les plus émetteurs de CO2. Il leur a lancé un défi. Que chacun décrive pour son pays comment réduire ses émissions de CO2 d'ici à 2050 sans nuire à son développement. Ce projet ambitieux est baptisé Deep Decarbonization Pathways Project, pour Projet de décarbonisation profonde, nom de code DDPP. Nous avons entrepris le Deep Decarbonization Pathway Project afin de montrer comment il est possible de décarboniser l'énergie mondiale. Il faut donc se débarrasser du charbon, du pétrole et du gaz pour préserver notre planète. Cela change l'ADN même de notre façon de produire l'énergie, ce qui n'est pas une tâche à laquelle on a envie de s'atteler, car elle est très complexe. Mais tous ceux qui nous disent d'abandonner ne savent pas de quoi ils parlent. Le rapport final doit être remis aux décideurs peu avant le 21e sommet de l'ONU consacré au changement climatique. La fameuse COP 21 à Paris dans plus d'1 an. La décarbonisation est le mot-clé. Cela signifie réduire massivement les émissions de dioxyde de carbone. Le CO2, ce redoutable gaz à effet de serre qui réchauffe la planète. Et pour cause, il provient de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon. Le problème, c'est qu'il sort de partout. Des pots d'échappement, de la fabrication des produits industriels et technologiques, de la production de toutes nos denrées alimentaires, fruits et légumes parcourent des milliers de kilomètres pour arriver sur les étals du monde entier en toute saison. La production de viande aussi émet des quantités astronomiques de CO2. Comment décarboner une société entièrement fondée sur la combustion d'énergie fossile sans revenir à la bougie? Ces énergies fossiles ont créé notre richesse, construit notre civilisation et enrichi la vie de milliards de personnes. Mais leur coût croissant pour notre santé, notre sécurité, notre économie et l'environnement amenuisent, voire annulent leurs avantages. Donc nous avons besoin d'un nouveau combustible qui nous assure sécurité, santé et qui soit durable. Pour sélectionner ces experts, Jeffrey Sachs est associé à un poids lourd de l'analyse géopolitique et climatique, l'IDRI, l'Institut de développement durable et des relations internationales. Ils ont rassemblé les 15 pays les plus émetteurs de CO2 de la planète. Allemagne, France, Japon, Chine, États-Unis, Indonésie, Afrique du Sud, Inde, Australie, Brésil, Corée du Sud, Canada, Mexique, Russie, Grande-Bretagne. À eux seuls,
ils représentent les 3/4 des émissions mondiales. Ils planchent pour construire leur modèle d'économie sans carbone compatible avec une croissance. La Chine n'aura pas la même trajectoire de décarbonisation que les États-Unis, la France que l'Allemagne. Ils n'ont que quelques mois pour y parvenir. Chaque pays comptabilise ses émissions de CO2 secteur par secteur. Industrie, transport, bâtiments, agriculture et production d'électricité. Pour décarboner chaque secteur, on actionne les 3 leviers suivants. Premièrement, baisser la consommation des machines pour gagner en efficacité énergétique. Deuxièmement, remplacer les carburants fossiles par des carburants renouvelables. Troisièmement, produire l'électricité par des technologies zéro carbone et électrifier tout ce qui peut l'être. Chaque pays membre du DDPP doit décrire comment il actionne les différents leviers de chaque secteur pour réduire les émissions jusqu'à 1,7 tonne par personne. La limite acceptable pour rester sous la barre des 2 degrés. C'est cela, une trajectoire de décarbonisation. La société américaine est l'une des plus difficiles à décarboner. Le taux d'émission par personne y est le plus élevé au monde. Jim Williams a recruté l'une des meilleures spécialistes mondiales au laboratoire de climatologie de Berkeley, Margaret Thorne. Le projet de décarbonisation avait pour objectif de voir s'il existait un moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. De passer de 17 tonnes de CO2 par personne, ce qui est énorme, à 1,7 tonne. Et ce graphique nous montre que non seulement c'est notre objectif, mais que, comme je vous le disais, c'est réalisable. L'analyse du DDPP montre que nous en sommes capables. Ces scénarios de décarbonisation n'amendrissent pas l'économie, au contraire, ils soutiennent la croissance. Et ils ne restreignent pas notre mode de vie. Aujourd'hui, certains préfèrent arrêter la voiture, devenir végétarien, porter des sweatshirts, et ainsi de suite. C'est très bien, et ça rend la transition plus simple et moins chère. Mais nous ne sommes pas partis de ce principe-là. On est parti du principe que les Américains, dans 30 ou 40 ans, continueront à agir comme des Américains d'aujourd'hui. Le challenge est immense. Les États-Unis doivent diviser par 10 leurs émissions de CO2. Le secteur le plus difficile à décarboner n'est pas le transport, comme on pourrait le croire, mais l'industrie. L'industrie américaine demeure la plus puissante au monde. Sidérurgie, chimie, textile, high-tech, automobile. Elle n'est pas prête à bouleverser ses modes de production complexes pour des raisons climatiques. Pourtant, une révolution inattendue est déjà en cours, quelque part dans le Michigan. Là-bas, on remplace le charbon par des déchets. Chez General Motors, à Détroit, l'usine monumentale de 30 km de long emploie plus de 1600 ouvriers qui se relaient jour et nuit. Contre toute attente, le géant de l'automobile a signé la Climate Declaration, un engagement de l'industrie à réduire drastiquement ses émissions de CO2. Détroit, le temple de l'industrie automobile, va-t-elle donner l'exemple? Jim Williams, du DDPP, s'appuie sur ce genre d'initiative pour tracer sa trajectoire américaine. Rob Trelkeld, responsable du développement durable chez General Motors, a grandi ici. Il a refusé de partir lorsque la crise a frappé Détroit. Pour lui, la transition énergétique est le moyen de sauver cette ville.
Les gens d'ici comprennent l'énergie renouvelable et la durabilité comme une opportunité de faire des affaires. C'est pour cela que General Motors a signé la déclaration sur le climat. Le changement climatique est quelque chose de reconnu et qui est porteur en termes d'économie. C'est donc logique pour nous d'investir dans des énergies renouvelables pour nos produits et de les réinvestir dans nos communautés. La ville de Détroit se réinvente, c'est ce qu'elle fait, et surtout dans le domaine de la durabilité. Les quartiers fantômes de celle qu'on appelait Motor City témoignent de la violence du déclin industriel de la ville. Et si Détroit, mise en faillite en 2013, pouvait renaître grâce à des énergies bas carbone? Cette année, General Motors a reçu l'Energy Star délivré par le gouvernement pour son implication en matière de transition énergétique. Mais ce n'est pas grâce à des véhicules plus propres. Non, la révolution est ailleurs. Rob et son patron David Tulauskas sont les deux meneurs du changement. On a réduit notre empreinte carbone, réduit notre empreinte sur l'eau et notre empreinte énergétique. Voilà le résultat. On a réalisé également que cela réduisait les risques lorsque nous ne jetions plus nos déchets dans les décharges. Les décharges ne sont en fait qu'un moyen de reporter le problème. Donc, si nous n'envoyons pas nos déchets dans les décharges, nous réduisons notre risque de responsabilité et nos risques liés à la future réglementation. Nous voyons les déchets comme une ressource qui n'est pas à sa place. Et cette ressource a de la valeur. Donc, au lieu de la jeter, on cherche des acheteurs, des personnes qui pourraient l'utiliser. Nous avons transformé ce flux de déchets en un flux qui génère de l'argent. En moyenne, nous gagnons $1 milliard par an en vendant nos déchets. Chaque jour, des milliers de tonnes de déchets arrivent de toute la ville et même du Canada voisin. Pour General Motors, ce balai quotidien de camions poubelles vers l'usine de retraitement des déchets Detroit Renewable Energy a permis l'impensable. Fermer la centrale à charbon qui lui fournissait de l'électricité. La plupart de ces déchets ménagers sont des matériaux combustibles. Papier, carton, emballage, pouvant délivrer de l'énergie par combustion. La vapeur génère de l'électricité pour la ville, mais pas seulement. Elle alimente aussi les systèmes de chauffage et refroidissement de l'usine automobile grâce à un gigantesque pipeline. Brûler des déchets émet également du CO2, mais beaucoup moins que le charbon. Moitié moins en fait. Nous y sommes, Rob. Il est là. C'est ce pipeline. Ça a l'air génial. Ouais. Tu vois d'où il vient? Ah oui. Et il revient jusqu'ici. Ça s'étend sur plus de 2 km. Il y a beaucoup de vapeur sous haute pression qui passe par là. Nous avons 3 chaudières sur ce site, dont une qui produit plus de 360 000 livres de vapeur par heure. Donc, une partie va chez vous. Nous sommes pour le moment la seule source d'énergie renouvelable avec un tel niveau de fiabilité pour des solutions industrielles. Grâce à cette centrale à déchets, General Motors réduit considérablement ses émissions de CO2 et fait des profits. Des profits qui sauvent des milliers d'emplois. Si Détroit l'a fait, pourquoi pas d'autres? Selon le DDPP, les émissions de CO2 devraient être divisées par 6 d'ici à 2050. Mais pour l'heure, aux États-Unis, seul 1 millier d'industriels s'engagent publiquement à décarboner. La mobilité est un luxe des pays développés que la Chine veut s'offrir. C'est sur ce point que Fay et son équipe concentrent leur attention. En 2050, chaque citoyen parcourra 10 fois plus de kilomètres qu'aujourd'hui et le parc automobile devrait presque doubler. Comment diminuer les émissions de ce secteur en plein boom? Le programme de décarbonisation s'appuie sur le modèle de Shenzhen, tout près de Hong Kong. C'est l'une des 5 villes pilotes désignées par le gouvernement chinois pour devenir un exemple de la nouvelle Chine décarbonée.
la flotte de milliers de taxis, subventionnés par l'État, a déjà fait sa métamorphose. Électrifier tous les véhicules est la seule solution pour décarboner le secteur des transports d'ici à 2050. À Shenzhen, des cités dortoirs ont surgi pour faire tourner les usines automobiles de la région, 24 heures sur 24, à un rythme effréné pour de bas salaires. Pousser la productivité pour sortir des véhicules électriques à faible coût, telle est l'ambition chinoise. BYD, Build Your Dream, tout un programme. Ce spécialiste des batteries associé à l'allemand Daimler mise sur cette voiture, la Denza, pour devenir le numéro 1 mondial de la voiture électrique. Li Yunfei, commercial, vient se mettre à jour sur les nouveautés afin d'assurer son discours marketing. Fini la batterie classique lithium-ion, BYD innove. Voici notre batterie. Elles se ressemblent toutes de l'extérieur, mais la nôtre, c'est du lithium, du fer et du phosphate. Elle est stable chimiquement, avec une grande capacité et envoie une haute tension. Une des spécificités de notre batterie, c'est sa capacité. Avec une recharge pleine, la voiture peut faire 300 km. Selon notre test sur 100 véhicules, après 4000 recharges, la batterie peut toujours atteindre 80% de sa capacité. 4000 fois 300 km, ça fait 1,2 million de kilomètres. Donc la voiture ira à la casse avant la batterie. Les batteries décuplent leur durée de vie, atténuant ainsi le délicat problème de leur recyclage. Selon le scénario chinois, électrifier les transports permet de contenir l'explosion des émissions du secteur en 2050. Mais à une seule condition, que l'électricité utilisée soit elle aussi bas carbone. Aujourd'hui, près des 3/4 de la production d'électricité viennent des centrales à charbon. Pour le DDPP, elles sont un vrai casse-tête. Pourquoi la Chine construit des centrales à charbon? Elle ne veut pas émettre du CO2, elle ne veut pas de villes enfumées. La Chine fait cela parce que c'est moins cher. Les Chinois veulent l'électricité, regarder la télévision, utiliser des réfrigérateurs, et le moins cher possible. C'est ce que les Américains et les Européens ont fait, et maintenant ils veulent faire la même chose. Mais nous en connaissons les conséquences. Nous devons donc les inciter à avoir des technologies propres, leur proposer les meilleures options, et aussi sur le plan économique. La Chine s'est donc lancée dans la recherche de technologies de centrales à charbon dites propres. Shanghai s'enorgueillit d'avoir construit Waigaoqiao 3, la centrale la plus propre du monde. « 15 000 tonnes de charbon sont brûlées chaque jour ici. Le charbon transforme l'eau de la chaudière en vapeur. Celle-ci fait tourner une turbine qui génère de l'électricité. Jusque-là, c'est classique. Sauf qu'ici, l'efficacité énergétique a été augmentée par rapport à une centrale plus ancienne, ce qui représente un gain énorme sur la consommation de charbon nécessaire. Dans la salle de contrôle, les performances sont mesurées en temps réel. Cette centrale brûle 30% de charbon en moins que les centrales classiques. Est-il possible de quitter l'ère des énergies fossiles qui ont développé nos sociétés? Pétrole, charbon et gaz naturel fournissent encore à eux seuls 80% de l'énergie mondiale. Il resterait sous nos pieds 50 ans de pétrole, 60 ans de gaz, 110 ans de charbon. Pour le DDPP, il faut se concentrer sur la question agricole.
Comment se développer dans un pays composé de milliers d'îles, totalement recouvertes d'une végétation luxuriante? L'Indonésie a massivement investi dans la culture du palmier à huile. Avec la Malaisie, elle produit aujourd'hui la quasi-totalité de l'huile de palme mondiale, peu coûteuse et omniprésente dans l'agroalimentaire. Problème, cette plante géante capte jusqu'à 3 fois moins de CO2 qu'un arbre. Greenpeace et la société productrice d'huile de palme Golden Agri Resources ont alors lancé une initiative audacieuse de conservation de la forêt et d'agriculture durable, HCS pour High Carbon Stock. Dans cette parcelle, il y a surtout des terres ouvertes. Et là, c'est une jeune forêt qui se régénère. Ça veut dire que sur le fond blanc, là, la compagnie peut planter des palmiers à huile. Oui. Et les autres couleurs, ce sont les zones à potentiel HCS. Oui, à potentiel HCS. Ces zones appartiennent aux communautés locales et semblent encore être des forêts. Nous avons demandé à Golden Agri de nous fournir des preuves sérieuses, mais on n'en a pas encore reçu. Donc c'est important lors de notre prochaine visite qu'on puisse vérifier ce qui se passe réellement sur le terrain. Comment arrive-t-il à identifier les zones les plus efficaces de stockage de carbone dans la forêt? En fait, les arbres ne captent pas tous la même quantité de CO2. L'idée est de scanner la forêt par satellite pour identifier les arbres présents et leur capacité de stockage. Une règle stricte s'ensuit alors. Interdiction de couper les zones qui captent plus de 35 tonnes de CO2 par hectare. Greenpeace et les cultivateurs contrôlent ces mesures sur le terrain. Chaque essence est référencée. Les parcelles sont passées au peigne fin, depuis les forêts dégradées jusqu'aux forêts primaires à très haute densité, riches en bio. Ces initiatives ne représentent que 10% des concessions. Selon le DDPP, une gestion draconienne de la forêt et des cultures avec ce genre de méthode permettrait de réduire les émissions de ce secteur à zéro dès 2030. Protéger la forêt et développer son agriculture, c'est faire d'une pierre deux coups, voire trois. Car l'agriculture permet aussi avec ses déchets de fabriquer des biocarburants. Produire sa propre énergie renouvelable est un enjeu colossal pour de nombreuses nations. La France, représentée par Sandrine Mathy, doit elle aussi diminuer ses émissions. Une tâche semble-t-il moins ardue que pour certains pays, notamment grâce à son parc nucléaire peu émetteur. Pour atteindre cet objectif, un des secteurs à la plus forte marge de progression de réduction d'émissions, c'est le bâtiment qui demeure aujourd'hui très énergivore et émetteur de CO2. À Lyon, la moitié sud de la presqu'île entre Rhône et Saône était un ancien quartier malfamé d'entrepôts, une zone de friche. Jusqu'à ce projet fou de réhabilitation pour doubler la taille de l'actuel centre-ville. Un des plus ambitieux quartiers écologiques de France, imaginé par un jeune urbaniste visionnaire. Ici, la douceur de vivre permet à la biodiversité de se réinstaller au cœur même de la ville. C'est le genre d'initiative sur laquelle Sandrine Mathy s'appuie pour modéliser la trajectoire de décarbonisation de la France. Le résidentiel et tertiaire, ça représente environ 18% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui quand même. Et puis surtout quand on regarde au niveau national, c'est presque la moitié de la consommation d'énergie française. Donc c'est sûr qu'on n'arrivera pas à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre en France en 2050 si on n'agit pas massivement sur le résidentiel. Les bâtiments qu'on a construits jusqu'à maintenant, ils sont à très faible consommation. Il y en a même qui sont positifs sur les derniers. Tous les prochains seront en énergie positive et l'objectif c'est d'éco-rénover aussi le quartier existant pour faire baisser la conso. Et c'est l'équilibre en fait entre ces parties qui va nous permettre d'avoir un bilan carbone neutre. On
On trouve ici des immeubles high-tech à énergie positive, c'est-à-dire produisant plus d'énergie qu'ils n'en consomment, comme Ikari, cet étonnant bâtiment de 3 îlots. Tout est nouveau dans la manière d'aborder ce projet. Rien n'est laissé au hasard. Les besoins en chaleur, froid et lumière sont réduits. Et toutes les possibilités d'énergie renouvelable locale sont exploitées. On voit bien la faille là où la lumière du soleil peut rentrer le plus loin possible. Et ce qui est intéressant, c'est quand la lumière du soleil rentre, on voit que les étages supérieurs, à l'endroit où la lumière rentre le plus loin, font de l'ombre, ce qui fait qu'en été, on lutte au contraire contre le réchauffement du soleil. Les façades sont décorées de panneaux solaires dernière génération. Et le bâtiment semble être parfaitement autonome. L'intelligence de l'immeuble va l'exploiter pour savoir s'il faut envoyer du chaud, du froid, augmenter la ventilation. S'il n'y a personne dans l'appartement, c'est pas la peine de ventiler. Et chaque logement a une tablette comme ça? Tout à fait. Là, un des enjeux de cet îlot, c'est précisément de mobiliser l'utilisateur dans des enjeux collectifs. Et c'est comme ça qu'on atteindra la vertu énergétique de l'immeuble. Si on n'associe pas les gens, l'immeuble tout seul ne fait rien. L'immeuble, il est bien isolé, il est bien orienté, il est bien conçu, il a des prestations, il a de la technique embarquée, mais s'il n'y a pas la volonté des gens de bien faire, on n'y arrivera pas. La construction neuve, elle ne peut pas régler tout toute seule. Parce qu'en fait, on construit 300 000 logements par an. Il y en a 30 millions. Donc tout le monde dit qu'il faudra 100 ans et ça sera réglé. Mais en réalité, on n'en démolit que 30 000 par an. Donc en fait, il faudra attendre 1000 ans si on compte que sur la construction neuve. Ça veut dire que le grand enjeu, en fait, si on veut que ça bouge, il faut rénover tous les bâtiments existants. L'urgence est donc de rénover le parc ancien. À Die, dans la Drôme, un collectif d'artisans travaille avec Enertech et Olivier Sidler. Ils proposent des outils de transformation en profondeur du logement ancien. D'accord, ça c'est bon. Donc on a une maison qui est 20 cm d'isolants sur les murs, 40 en toiture, des fenêtres très isolantes également. On a isolé le sol, on a une ventilation double flux. On va avoir une consommation qui va être divisée par 6 ou 7 par rapport à ce qu'il y avait au début. Donc on est sur une maison là, qui est conforme à ce qu'il faudrait faire pour lutter contre le changement climatique, ce qu'on appelle 50 kWh par mètre carré par an. C'est une très très faible consommation. C'est une maison qui va même moins consommer que les maisons neuves qu'on construit actuellement. Une fois la plupart des travaux réalisés, on dépressurise la maison pour faire un test d'étanchéité à l'air. D'habitude, on présente notre programme de rénovation en insistant sur le confort et les économies d'énergie comme principaux leviers de décision. Là, en l'occurrence, il y a quelque chose de très fort pour cette dame, c'était l'augmentation de la valeur patrimoniale de sa maison. Elle désirait transmettre quelque chose à ses enfants et la chose qu'elle pouvait faire de plus sensée, c'était donner de la valeur à cette maison qui n'avait quasiment aucune, voire très peu, si on la laissait en l'état. Une étude récente a montré qu'un logement de classe B, c'est-à-dire plutôt de bonne qualité, se vendait 25% de plus qu'un logement de classe moyenne, classe D, qui lui-même se vend 25% de plus qu'un logement de classe G, c'est-à-dire le plus mauvais, ce qu'était cette maison avant sa rénovation. La prise de courant, il faudra reboucher toutes ces choses-là. Ouais. Donc c'est pareil, ces boîtiers, il faut les rendre complètement étanches. C'est pas sur ton joint, j'ai l'impression que c'est la menuiserie qui fuit, tu vois, regarde. Oui, c'est la part close. C'est la part close. Oui, oui. Là, il y a des petites reprises qu'il faut faire. Cette maison est passée de catégorie G à catégorie A.
et affiche une consommation énergétique étonnamment faible. Pour réussir la décarbonisation française, il faudrait une campagne de rénovation massive qui permettrait de diviser par 6 les émissions de ce secteur. Sur la totalité des émissions, environ la moitié provient de la production d'électricité, principalement fournie par le charbon. Est-ce que la solution viendrait de l'électricité citoyenne? Un concept né ici il y a 30 ans. Après la catastrophe de Tchernobyl, Schönau, un petit village au cœur de la forêt noire, a pris son destin en main. Produire sa propre électricité, sans nucléaire ni charbon. Les compagnies électriques officielles ont vu d'un très mauvais œil cette envie d'émancipation énergétique. Il aura fallu 4 ans pour qu'une poignée d'hommes et de femmes, menée par Ursula Sladek et son mari Michael, réussissent à convaincre le village et l'administration. Sebastian Sladek était un jeune homme lorsque ses parents ont réussi ce tour de force. Aujourd'hui, ce village de 3000 âmes alimente 160 000 foyers grâce à sa coopérative électrique indépendante, EWS. David contre Goliath, ils ont chassé l'ogre nucléaire. Il a fallu dépasser de grandes réticences de la population. En 1990, personne ne voulait de panneaux solaires sur le toit de sa propre maison. C'est donc un toit symbolique qui a été choisi, celui de l'église. L'installation que nous voyons ici est communautaire et beaucoup de citoyens à Schönau y ont participé. Je pense que pour les citoyens, il est important de pouvoir investir en fonction de leurs moyens et de leur environnement. Qu'ils aient un fournisseur d'énergie qui les soutient dans cette démarche. Et c'est ce que fait EWS. Nous avons un cadastre solaire et pouvons dire concernant chaque toit quel rendement on peut espérer. Nous soutenons les gens qui veulent s'équiper. En tant que fournisseur d'énergie, on peut faire beaucoup pour les citoyens, afin qu'ils passent de consommateurs à producteurs. Depuis, des dizaines de maisons ont offert leur toiture aux panneaux solaires. 5 mégawatts de photovoltaïque sont produits aujourd'hui à Schönau. Un millier de coopératives énergétiques se sont inspirées de ce modèle en Allemagne. Le potentiel reste énorme et l'efficacité des panneaux ne cesse de progresser. Non loin de là, à Fribourg, les travaux conjointement menés par l'Institut Fraunhofer et la société Zoytech ont permis à un nouveau type de cellules solaires d'atteindre un record mondial d'efficacité. Cette énergie tombée du ciel est un flux d'énergie naturelle suffisamment important pour couvrir tous nos besoins. Elle n'est pas agressive, elle n'est pas rare, mais abondante. Elle n'est pas transitionnelle mais permanente, elle n'est pas locale mais partout, et une fois que l'on achète l'équipement pour la capter, qui de nos jours est moins coûteux, elle est gratuite. La coopérative de Schönau fait des émules. D'autres citoyens qui eux aussi souhaitent se libérer du joug des monopoles d'État et passer au 100% renouvelable. Beaucoup de gens du monde entier viennent visiter ces installations. Maintenant, le rêve de cette coopérative est d'installer un champ d'éoliennes. Mais il rencontre à nouveau la réticence des citoyens. Pour diviser par 10 les émissions du secteur énergétique, l'Allemagne doit réduire le charbon et décupler l'éolien. Ce qui n'est pas une mince affaire, ce qui ne plaît pas à tout le monde. De toute façon, même si on n'a pas l'accord idéal à Paris, on va voir le mouvement s'amplifier et se poursuivre. Donc je crois que Paris, c'est un accélérateur du mouvement et ça n'est pas une fin. Quel que soit le résultat de cette 21e conférence des partis à Paris 2015, ce sommet ne sera qu'un début. Il faut déjà regarder plus loin. La décarbonisation
pourrait bien être en marche. Selon Internet, un certain Michael C. Mohamed, qui soit-il ou eût été, a dit ou écrit « Tout finira bien à la fin. Si ça ne va pas bien maintenant, c'est que c'est pas encore la fin. Ne laissez pas tout ça vous inquiéter, détendez-vous et allez de l'avant. »